Il est 19h. Yarana, merci d'être au rendez-vous. Pour des raisons sanitaires, les rites funéraires ont été abandonnés sur les victimes du Covid. Impossible de voir le corps et les veillées parfois n'ont même pas lieu. Le pays continue sa course à la vaccination pour reprendre le contrôle sur cette épidémie. Le taux de couverture augmente plus de 36% et ils sont de plus en plus nombreux également à franchir le cap et à vous interroger aussi. Le docteur Didier Bandou répond à vos questions comme chaque mercredi. La salade russe était-elle périmée ou tout simplement mal conservée? Le bureau de veille sanitaire mène l'enquête après que 50 personnes ont été victimes d'une intoxication alimentaire. La vente en ligne, la solution de secours pour les enseignes contraintes de baisser les rideaux, mais les compétences du e-commerce s'acquièrent. Vous allez voir qu'il n'est pas si facile de vendre un produit en ligne, dans l'ameublement notamment. Et enfin, Ouapou n'oublie aucun élève, même celui hébergé au fond de la vallée. L'équipe opte pour l'utilisation d'un outil traditionnel beaucoup plus performant que le numérique. Le gouvernement central prolonge l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 15 novembre face à des chiffres toujours aussi alarmants. 25 décès recensés, un chiffre jamais atteint. Les hospitalisations augmentent. 378 malades sont hospitalisés. Ce sont 13 de plus en 24 heures. Les services de réanimation aussi ont accueilli 4 patients supplémentaires. Encore des statistiques, me diriez-vous, mais derrière ces chiffres se cache la peine, la tristesse ou le désarroi des familles. Alors le Faret Amahou propose un accompagnement psychologique individuel, gratuit et sans limite d'âge, car cette épidémie a totalement bouleversé les rites funéraires auxquels nous sommes très attachés. On aimerait que toute la famille soit unie, qu'elle se prenne dans les bras, mais là, ce n'est pas possible, déclare la fille d'un défunt. Les proches vont devoir se relayer devant un cercueil fermé pour adresser leurs adieux. Brigitte Olivier, Patrick Sing-Sing. Les préparatifs funéraires, ce sont ces femmes dans une salle de prière qui désinfectent tout entre deux morts. Ce sont ces hommes qui fabriquent à la hâte des cercueils jusqu'à pas d'heure. C'est cette détresse d'une épouse et d'une fille qui vont accompagner l'être aimé sans vraiment l'accompagner, et en tout cas en tout petit comité. Un deuil, ça reste un deuil. Une douleur, ça reste une douleur. Mais c'est vrai qu'avec la crise sanitaire que l'on connaît, on souhaiterait, comme à notre habitude, que toute la famille soit unie, que toute la famille puisse se prendre dans les bras. Et c'est vrai que là, ce n'est pas possible. Et elles sont moins à plaindre que d'autres, car elles peuvent apporter à Pita Bennett, père et époux, ses derniers vêtements. Il est décédé du Covid, mais dans des conditions particulières, parce qu'il a tellement été fort qu'il s'est battu jusqu'au bout. Il a dépassé la phase d'isolement. Et donc, on a eu ce privilège, contrairement à d'autres familles, de pouvoir être avec papa. Et aujourd'hui, contrairement à d'autres familles, son corps pourrait être exposé. Pour le responsable de cette entreprise de pompes funèbres, ces derniers petits gestes que peuvent faire les deux femmes sont importants. Il connaît trop, en ces temps de Covid, la souffrance des familles devant une boîte fermée. Le corps sera mis en housse mortière et fermé, scellé dans le cercueil, et que les familles, ils n'arrivent pas à faire leur deuil. À plusieurs kilomètres de là, à l'église, le pasteur attend. Aujourd'hui, elle dira sa 3e prière pour un mort. Nous, on était ici, on accompagne nos décès, nos parents qui s'en vont. Mais avec cette discipline, eh ben, ça nous fait... On n'est pas content. Pas content, car privé de ces rituels si importants pour l'apaisement, décidément, le Covid tue et tue méchamment. Et dans ce climat morose, les autorités de la santé ont une lueur d'espoir dans la lutte. De plus en plus de Polynésiens franchissent le pas de la vaccination. À ce jour, plus de 45% des habitants ont reçu au moins une dose de vaccin. Elles espèrent que les efforts vont se poursuivre et permettre un fléchissement des courbes. Aujourd'hui, à la verticale, Nicolas Suirina Suraveino, Patrick Sing-Sing. 25 décès dans les 24 dernières heures. La pandémie de Covid continue de ravager la Polynésie française. 353 morts au total à déplorer. Parmi les personnes décédées, plus de 86% de non-vaccinés. Nous sommes dans une situation extrêmement inquiétante. La seule arme aujourd'hui, c'est la vaccination,
parce que nous sommes sûrs que vous éviterez les formes graves de la maladie. Ce matin, 8 infirmiers et 3 médecins anesthésistes en réanimation viennent renforcer la première équipe de 15 infirmiers de la réserve sanitaire pour une période de 3 semaines. Autre bonne nouvelle, déclare l'épidémiologiste du gouvernement, l'augmentation du nombre de vaccinés. Près de 130 000 personnes ont reçu une dose de vaccin, soit 45% de la population. Nous tous dans le Pacifique, on a vécu avec beaucoup de douleur l'épidémie de rougeole, pas si loin, c'était fin 2019. Et vous vous rappelez que ce qui a permis d'endiguer l'épidémie de rougeole, qui avait fait quand même 80 morts, 80 enfants, c'était la vaccination massive. La population n'a jamais connu de crise comme celle-ci depuis la grippe espagnole. Et pour l'instant, elle ne perd pas de son intensité. Aussi, le confinement pourrait bien être prolongé. Compte tenu des conditions dans lesquelles se déroule la crise actuellement, compte tenu des d'approvisionnement que l'on a dans certains domaines, compte tenu du fait que les îles sont touchées, vous avez vu, il y a 45 îles qui sont touchées. Compte tenu de tous ces événements, il reste une incertitude. Et en fonction de ce qui va se passer dans la semaine suivante, eh bien là, on déterminera s'il est nécessaire ou non d'allonger d'une semaine le confinement. Le personnel soignant attend toujours le pic de cette épidémie. Vous venez de l'entendre, le variant a franchi les frontières de 45 îles polynésiennes. À Raiatea, le personnel soignant est inquiet face à une situation qui se dégrade. À l'hôpital de Uturua, 26 malades sont hospitalisés, dont 11 en réanimation, alors que l'établissement est équipé pour n'en accueillir qu'un seul. Leurs états de santé se dégradent aussi. Plus inquiétant encore, les évasans vers Tahiti ne sont plus possibles, faute de places disponibles. Nous en parlons avec le docteur Thierry Bélier, le directeur de la circonscription santé des îles sous le vent. Docteur Yorana, merci d'être avec nous ce soir. Alors, est-ce que c'est le manque de moyens dont dispose l'hôpital et qui ne permettent donc pas de prendre en charge correctement ces malades qui vous inquiètent ce soir? Oui, effectivement. Pour faire face à l'épidémie qui flambe et aux complications du Covid, nous avons rapidement, il y a une dizaine de jours, mis en place une unité Covid dont la capacité a dû tripler en moins de 10 jours du fait de l'affluence des malades qui nécessitent de l'oxygène. Et aujourd'hui, ce n'est pas tant l'affluence de ces patients qui nécessitent de l'oxygène dans notre service qui nous inquiète, mais c'est leur gravité. Sur 23 patients qui sont actuellement hospitalisés au sein de cette unité Covid, il y en a plus de la moitié qui relèvent d'une prise en charge en réanimation. Or, très clairement, à l'hôpital d'Uturua, il n'y a pas de service de réanimation. Nous avons seulement des lits de soins intensifs. Les services de réanimation sont uniquement au CHPF. Et c'est ce qui nous inquiète effectivement pour la qualité du suivi qui va s'en suivre. Donc, c'est ce qui vous manque ce soir, ce sont des moyens pour pouvoir assurer une prise en charge en réanimation? Effectivement, les moyens, on en a. On a renforcé nos moyens en oxygène. On a prévu d'augmenter encore cette dotation. On a renforcé nos moyens en respirateurs et en concentrateurs en oxygène. On a fait une demande de renfort du personnel soignant et je sais qu'on va pouvoir en obtenir encore. Le seul problème qui perdure à ce jour, c'est que les lits de soins intensifs de l'hôpital ne doivent pas être pris comme des lits de réanimation. La réanimation, c'est uniquement au CHPF. Et tous les malades qui relèvent de soins de réanimation devraient être effectivement évacués vers Tahiti parce que nous n'avons pas les moyens de les prendre en charge correctement ici. Comment faites-vous avec les patients qui ne peuvent pas être évassanés puisque l'hôpital de Tahiti ne les accepte pas? C'est pas que l'hôpital, je voudrais quand même corriger cela, l'hôpital de Tahiti ne les accepte pas. C'est pas du refus de la part du CHPF, c'est que le CHPF est dans la même problématique de saturation de ces lits et de saturation par des patients qui sont au moins aussi graves que les nôtres. Donc la situation est suffisamment grave partout pour qu'effectivement on comprenne le positionnement du CHPF. Nous allons, nous, de toute façon, devoir assumer en autonomie la prise en charge de ces patients. On s'y est préparé. Effectivement, ça nécessite un renfort de moyens techniques, un renfort de moyens matériels et surtout un renfort de moyens humains. Mais effectivement, nous ne pouvons que
communiquer sur cette inquiétude qui est la nôtre, parce qu'il ne faut pas donc effectivement faire courir le bruit qu'à Rayatea, nous avons des possibilités de réanimation. À Rayatea, nous avons des possibilités de prise en charge de patients en soins intensifs, exclusivement. Merci beaucoup, Dr Thierry Bélier, pour toutes ces informations délivrées en direct dans ce journal. Et un durcissement des restrictions sanitaires serait-il un moyen pour soulager l'hôpital de Outourwa? Les maires des Raromat ayant émis le vœu, la sénatrice Lana Tetouanoui aussi, elle sera l'invitée café de la matinale radio demain. Et comme annoncé, des renforts sont arrivés de métropole ce matin. 8 infirmiers en réanimation et 3 médecins anesthésistes. Une équipe qui vient renforcer la première déjà sur le territoire depuis le 11 août. Elle commencera sa mission de soutien dès demain au CHPF. Et l'armée envoie des médecins militaires en renfort au Taoné également. 3 médecins et 1 infirmier. Le centre médical de Bora Bora appelle à la plus grande prudence. Selon nos confrères de Tahiti Info, à cause d'une réserve d'oxygène amputée de moitié, 3 personnes ont été vaccinées lundi. L'île comptait alors 218 cas actifs sur plus de 10 000 habitants. Pendant ce confinement, les guides sanitaires font du porte-à-porte pour encourager la population à se faire vacciner. Et il semblerait qu'une prise de conscience ait lieu là-bas. C'est ce que confie Nansia Hati à Rosanam Ehota. On a trouvé qu'il y a un changement sur le comportement de la population. Donc je peux dire, on n'a pas atteint 100% de personnes qui veulent se faire vacciner, mais je peux donner déjà un quota. Donc on est au-delà de 60% des personnes qui acceptent vraiment pour le vaccin. Donc à chaque foyer, quand on va, c'est toujours positif. Et la vaccination qui est le seul rempart contre le virus. On en parle avec vous, docteur Didier Bandou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, on évoque en ce moment l'injection d'une 3e dose. Alors, l'efficacité de l'injection d'une 3e dose a-t-elle été prouvée? C'est ce que demande un internaute. C'est en cours, il y a déjà des études en cours, c'est déjà pratiqué aux États-Unis. Notre ministre de la Santé nationale en a parlé. Il faut bien comprendre qu'à partir de l'âge de 65-70 ans, il y a une baisse de l'immunité et on est beaucoup moins réceptif aux vaccins, raison pour laquelle on revaccine tous les ans contre la grippe, par exemple, les personnes d'un certain âge. Donc, ce n'est pas illogique de penser que pour les personnes d'un âge qui sera à préciser, il y ait besoin d'un 3e rappel. Aujourd'hui, on parle du variant, mais on se pose la question aussi, est-ce que le Covid-19 de l'année dernière est encore présent sur le territoire? Le Covid vintage, on va dire, je pense qu'il est plus qu'à présent sur le territoire. On parle surtout du variant, c'est pour ça qu'il y a cette flambée épidémique, parce qu'il est beaucoup plus contagieux que le premier Covid qu'on a eu il y a 1 an maintenant. Et les enfants de 10 ans devraient-ils être testés comme des adultes? Devrait, je pense qu'il faut l'étudier au cas par cas. On peut le faire en fonction des situations familiales, sociales. Ça se fait très facilement. C'est ni douloureux ni embêtant. Ça peut permettre d'avoir une conduite à tenir derrière au niveau épidémiologique, savoir s'il faut isoler une personne âgée avec un enfant qui serait malade et porteur du Covid. C'est toujours bon de savoir où on va. Ne plus parler d'état grippal ou de rhino sans savoir si par hasard ce ne serait pas un Covid là derrière. Et nous venons de le voir, l'hôpital de Rayatea qui est totalement saturé. Alors, à part l'oxygène, qu'est-ce qui empêche les hôpitaux des archipels éloignés de faire de la réanimation? Mon confrère le Dr Bélier en a parlé, c'est qu'en fait, il faut des lits de réanimation, il faut du matériel, il faut du personnel. Et c'est vrai que tout ça, ça ne peut pas être installé dans toutes les îles du Fénois. Et est-ce que vous pensez aussi ce soir que cette lueur d'espoir, finalement, elle est légitime quand 45% des habitants ont au moins reçu une dose d'injection de vaccin? Je pense qu'il faut une fois encore regarder les chiffres et regarder ce qui se passe, et c'est valable dans tous les pays du monde. On se rend bien compte que les gens vaccinés ont beaucoup moins de chances ou de risques d'avoir une forme grave et de se retrouver en réanimation. Les chiffres sont là pour le montrer et on ne peut pas contourner les chiffres. On peut avoir des idées préconçues, mais c'est toujours là et ces chiffres sont encore là. Très rapidement, nous allons revenir sur le courrier qui a été envoyé à tous les médecins par la CPS et qui dénonce notamment des arrêts maladie de complaisance et qui vous demande de justement vérifier et de prescrire de vrais arrêts maladie, si on peut les appeler comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh, c'est un vieux serpent de mer, cette histoire d'arrêt maladie. Je dirais simplement une chose, c'est que pour moi, seul le médecin, avec son patient à son chevet,
est à même de déterminer s'il a besoin ou non d'un arrêt de travail après un examen, après une expertise. Donc pour moi, seul le médecin peut juger de ça et personne d'autre peut juger inopportun cet arrêt, à part un contrôle médical. Ensuite, je dirais simplement que le moment était très très malvenu, en pleine crise, de porter l'opprobre sur un peu toute la profession médicale. J'en ai parlé, pas plus tard que tout à l'heure, à un des responsables de la CPS. Un courrier viendra, on est en train de le rédiger à tête froide, mais il y aura une réponse. Mais si un courrier a été rédigé, ça veut dire que peut-être quelque part il y a eu des abus? On ne le sait pas. Moi, personnellement, je ne le sais pas. Des abus, il y en a dans toutes les professions. On ne peut pas dire qu'on est tous des saints. Néanmoins, si abus il y a eu, on va cibler les personnes en question et on en discute avec les personnes responsables. Maintenant, c'est vrai qu'il est dur de penser qu'il puisse y avoir des sorties libres, comme c'est mentionné en pleine période de Covid. Par contre, on peut aussi comprendre que dans certains cas, nous, on voit des patients arriver avec des certificats de testodrome positif, on n'examine pas forcément le patient, c'est la secrétaire qui rédige l'arrêt de travail, il y a pu y avoir des erreurs, parce qu'on a des patients qu'on ne suit pas, qui ne sont pas suivis au cabinet, et on les dépanne avec l'arrêt de travail, mais en aucun cas il n'y a de feuille de soins, c'est la secrétaire qui rédige. Il y a pu y avoir des erreurs, mais je ne pense pas du tout au stade qui a été décrit par les responsables de la CPS. Je répète, c'est certainement pas le moment de mettre de l'huile sur le feu. Merci beaucoup Didier Bandou d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. Et dans ce flux d'actualité lié à l'épidémie, l'information est presque passée inaperçue. Une cinquantaine de personnes a été victime d'une intoxication alimentaire ce week-end. La moitié d'entre elles a été conduite aux urgences pour y être soignée. Une enquête est menée. James O. Uberliao. Depuis le week-end dernier, une vingtaine de personnes sont hospitalisées à Cardella, Paoufeuille et au CHPF. En cause d'une intoxication alimentaire, elles ont toutes consommé des plats préparés par un particulier. Cette proche d'une famille de victimes a bien voulu témoigner. Dans la nuit de samedi, j'ai vu que ça n'allait pas du tout. Du coup, j'ai pris ma belle-sœur et mes deux neveux, je les ai amenés d'urgence à l'hôpital et c'est là qu'on m'a dit qu'ils ont fait une intoxication alimentaire. Et bon, ils m'ont posé beaucoup de questions, ils m'ont demandé si j'avais mangé aussi, c'était quoi le ma'a. Je leur ai dit que je n'ai pas mangé, mais je savais que c'était quoi le ma'a. C'était de la salade hawaïenne avec du poulet grillé. De son côté, le Centre d'hygiène et de salubrité publique a été informé de la situation. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer avec certitude l'origine des agents pathogènes. L'enquête alimentaire nous a conduit vers un plat en particulier. Les analyses aujourd'hui sont en cours pour déterminer exactement l'ingrédient qui pourrait être à l'origine de cette contamination, sachant que c'est toujours compliqué à déterminer parce qu'il y a plusieurs facteurs. Il peut y avoir des erreurs au niveau de la préparation, des erreurs de conservation, des erreurs au niveau de la mise à disposition du client. Donc il y a une multiplication de facteurs qui peut être à l'origine de cette intoxication. Au total, une cinquantaine de personnes ont été victimes de cette intoxication alimentaire. Échaudés par le premier confinement, les commerces non essentiels ont pris les devants pour anticiper un second lockdown. Pour limiter les impacts économiques, ils se lancent dans la vente en ligne. Mais vous allez le voir dans ce reportage, le commerce est un art du quotidien. Et même avec un peu d'originalité et d'imagination, des enseignes peinent à faire du chiffre. Chiquita Teiva Darouzes, Marcel Bonneau. Aujourd'hui, on nous a réduit les heures. Mais au moins, on a toujours du travail. C'est ça l'essentiel, quoi. Ce commerce est fermé au public, mais le personnel continue d'y travailler. Un conteneur vient d'arriver, priorité donc au dépotage, tandis qu'à l'intérieur, on tente de vendre en ligne à une clientèle exigeante. C'est une période difficile, surtout ce confinement, dans le sens où, en général, les gens, ils ont besoin de voir le meuble, de l'essayer. Ils ont des idéaux précis, en fait. Et là, pour eux, d'acheter sur Internet, même si on les renseigne sur les dimensions, tous les renseignements qu'ils ont besoin, ils ont ce petit frein qui fait qu'ils ne vont pas forcément l'acheter. C'est dur pour eux, en fait. Situation tendue aussi dans cette boutique de réparation de téléphones portables, pourtant autorisée à ouvrir. On s'attend à une baisse de 20% du chiffre d'affaires en cette fin de mois. Moins de visites au magasin, donc moins de chiffre d'affaires. Donc pour nous, pour faire face à ce que nous devons chaque mois, les impôts, les taxes, les salaires, le chiffre d'affaires qui ne rentre pas, c'est un manque à gagner. Donc c'est effectivement un stress, aussi bien pour l'équipe que pour les dirigeants.
Les magasins de vente de matériel de construction s'en sortent un peu mieux, comme cette grande surface où les 40 employés sont présents. Malgré une baisse de fréquentation, professionnels et particuliers ne repartent jamais les mains vides. C'est intéressant aussi pour ceux qui laissent à la maison, bricoler à la maison. Ça permet à eux de venir voir un peu ils en ont besoin, quoi. Ça leur permet de bricoler un peu à la maison. Et heureusement qu'il y a ces magasins aussi. Et sinon, on reste à la maison à rien faire, quoi. Côté protocole sanitaire, outre le lavage des mains à l'entrée, les marquages au sol, l'accent est mis sur la désinfection régulière de tout le magasin. On a une société qui nous fait le nettoyage des magasins, je dirais, régulièrement, pour le sol, etc. Mais par contre, on l'a fait venir en plus 2 fois par jour pour désinfecter donc les caddies, les comptoirs, les caisses, mais aussi les parties bureaux, les parties sanitaires et les parties communes de repas. Et voilà. Donc ça quand même, c'est un plus qu'on fait faire au quotidien pour protéger nos équipes, mais aussi pour protéger nos clients. Tous les chefs d'entreprise espèrent évidemment que le confinement n'excédera pas les 15 jours. Outre ces magasins qui tentent tant bien que mal de remplir les caisses, d'autres sont totalement fermés. Et demain, la ministre du Tourisme et du Travail, Nicole Bouteau, présentera les dispositifs de sauvegarde des emplois. Le dièse devrait être réactivé pour certains secteurs. Nous en saurons plus demain à 14h. Une conférence de presse que vous pourrez suivre en direct sur nos antennes dès 13h55. L'avion de Tahiti Air Charter reprend les airs après 6 mois d'arrêt. Le programme des vols a été rétabli. 38 vols sont proposés par semaine, 6 jours sur 7 entre Raiatea, Huahine, Maupiti et Bora Bora. L'avion des passagers, mais également du fret. Le Cessna peut embarquer 6 personnes maximum, mais puisqu'un seul appareil est disponible, l'entreprise baisse son effectif salarié de 5 à 3 pilotes. Le deuxième appareil devrait rejoindre les Marquises dans quelques temps. Même dépourvus d'Internet, les élèves des 5 vallées de Huapou auront accès à leurs cours. Une promesse de l'équipe pédagogique de Lille. Le personnel de l'école primaire et du collège s'est mobilisé pour mettre en place la continuité pédagogique très rapidement. Tous se sont mis d'accord. Un seul outil sera utilisé. Les détails avec Ari Houetif Afana et notre correspondant Lionel Tehamouana. C'est la rentrée des classes et pourtant aucun élève n'est présent dans cet établissement de Hakahou. Normal, ils sont à la maison. Pendant 2 semaines, les cours se feront à domicile grâce à ses livrets pédagogiques. Ludivine est venue récupérer celui de sa fille. Moi, je trouve que c'est très bien parce que là, 2 semaines, ça va être long sans école. Et puis les enfants, ils vont s'ennuyer à l'école. Déjà, ma fille, hier, elle s'ennuyait, mais j'ai trouvé quand même quelques activités pour elle, leçons et tout ça. Et puis là, elle demande, il n'y a plus, j'ai dit, il faudra attendre demain. Sur une île comme Huapou, l'objectif est de faciliter l'apprentissage à domicile des élèves. Toute information de contact est demandée aux parents pour optimiser le travail d'accompagnement. Il faut s'adapter. Ce matin à 9h, l'équipe communale est passée avec la police municipale pour récupérer les dossiers, les livrets des élèves pour l'acheminement dans les différentes vallées de l'île de Huapou. Et ce matin, nous ouvrons aux parents l'école pour venir récupérer les dossiers et les livrets des élèves pour l'accompagnement pédagogique. Une nouvelle manière d'apprentissage pour ces écoliers. Ils devront eux aussi s'adapter, surtout les élèves de 6e. Le collège, c'est tout nouveau pour eux, donc c'est avec eux qu'il va falloir être le plus vigilant et avoir le suivi le plus adapté possible. Le confinement ne concerne pas les îles Marquises, seules les écoles sont fermées. À Tahiti, la plupart des enseignants et professeurs profitent des moyens d'Internet pour assurer la continuité pédagogique des écoliers. Mais force est de constater que tous les élèves n'ont pas accès à cette technologie. Le conservatoire, lui, n'aura pas trop de difficultés à mettre en place l'instruction des arts à distance. Les moyens nécessaires sont à disposition. Cette semaine, l'établissement a réuni tous les professeurs pour leur demander de faire ce qu'ils ont très bien fait l'année dernière, à savoir préparer et adapter leurs cours en fonction du format à distance. On écoute Fabien Dinard, son directeur. Il répond à Hubert Liao.
Cette fois-ci, on est bien prêt. On a eu l'expérience du dernier confinement. Tout de suite, on a répondu, mais chaque enseignant s'est débrouillé tout seul dans son coin. Là, on a eu des réunions préparatoires avant cette rentrée et on s'attendait à ce qu'il y ait un confinement. Et là, on est bien prêt. Cette rentrée reprogrammée à distance démarrera au plus tard le lundi prochain. C'est la fin de ce journal. L'hôpital de Outourwa appelle à l'aide ce soir. C'est l'information principale de ce journal. Raiatea qui a enregistré 2 décès aujourd'hui face à un cruel manque de moyens humains, notamment techniques, mais aussi matériels. Il ne peut plus prendre en charge les patients correctement en raison de leur état de santé qui s'aggrave et qui nécessite donc une prise en charge spéciale. L'établissement qui ne dispose pas de services de réanimation accueille en ce moment 26 malades, dont 11 en réanimation. 2 épisodes de la série Les aventures du jeune Voltaire sont à suivre sur la première. Nous continuons de vous faire vivre les Jeux paralympiques aussi. C'est à partir de 21h15. Merci pour votre fidélité. Continuons à rester solidaires pour toutes ces personnes qui se battent chaque jour pour lutter contre ce virus. À l'image du personnel soignant, nous leur rendons hommage. Prenez soin de vous et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.